content de vous retrouver. Ah oui, vraiment C'est partagé. comme entre deux tours d'élections nationales importantes. J'essaierai d'être une tranche de jambon entre deux morceaux de pain. Bref, donc pas avec les considérations oiseuses. Et, alors, nous sommes en campagne, il faut faire très attention, ne pas donner votre avis, mais vous pouvez évoquer des faits pertinents. Parce qu'on n'est quand même pas là pour inaugurer les chrysanthèmes. C'est pas une formule qui s'applique réellement à la situation, vous aurez compris. Daniel, comment s'est passé cette semaine? Ah ben écoute, heureuse de revoir la joie sur le visage des gens. Et je pense que c'est une question de... On sent que les gens ont récupéré une espèce de joie qu'on n'avait pas vue depuis 2 ans. Donc, Mais causé par quoi? Eh ben, le fait de pouvoir circuler sans limite, de ne pas porter le masque partout, Oui. D'avoir des rencontres familiales ou bien amicales. Donc on sent une atmosphère qui est différente. Donc tant mieux. Et puis que ce soit pour vraiment la fraternité et le partage. La vie continue. Monsieur Marajo? Ben, écoutez, nous sommes à un moment grave quand même. Oui. Et qui est ponctué par un certain nombre de réflexions. Et moi, j'aime bien ces moments-là où les gens prennent le temps de se dire ben, faut nous réfléchir, parce Mais que c'est à ça que ça sert à ça. voilà, C'est le but. voilà. Et les événements mondiaux, les événements locaux, les événements nationaux concourent à cette réflexion qui nous manque, je pense. Très bien. On passe à M. Tali, qui doit avoir des réflexions aussi profondes. Oui, bonjour. J'ai découvert d'autres Martiniquais. On a des espaces de vie, on rencontre des gens, et puis cette semaine, dans le cadre de pourquoi les gens ne votent pas, je suis allé à la rencontre de gens dans une église, je ne dirai pas laquelle, comme ça ne va pas prosélytisme. Une église catholique? Non. Je suis allé dans une église. Une église évangélique. Pourquoi d'autre? Dans une église. Un temple adventiste. Dans un temple, dans une église. Et j'ai rencontré la joie. Les gens chantent, les gens sont contents. Après, on a discuté, les gens étaient contents. Et je me suis rendu compte, et ces gens, beaucoup ne votent pas. Et je me suis rendu compte que ces gens, c'était quelques-uns parmi les milliers qu'il y a en Martinique. Alors, beaucoup de gens veulent étudier l'abstention, pourquoi les gens ne votent pas. Ils devraient regarder de ce côté-là de temps en temps. Attends, c'est pas clair. Ça veut dire qu'ils ont autre chose, d'autres Oui, préoccupations. ils ont une joie de vivre qui ouais. n'a pas besoin des élections, qu'elles soient nationales ou locales. Voilà. Mais c'est les premiers surpris quand la guerre éclate, ceux-là. Peut-être. Nadia, parce qu'ils ont commencé le débat sur nous. Je Ils les ont connais, commencé- mes deux coqs. Oui. Voilà, Nadia. écoute, avec une très très grande futilité assumée. Moi, j'ai mangé des crabes et ça m'a positivement ravie. C'est vrai, Daniel. Ça faisait 2 ans qu'il n'y avait pas eu ce bonheur et cette joie. Je n'ai pas dormi après. Et c'était un délice, c'était un ravissement. Enfin, les masques tombent. Et welcome back. Oui, très bien. Très mauvaise nouvelle pour les crabes. Je me suis Oui, mais ils se retrouvé. sont intéressés pendant 2 ans. Mais je vais te donner encore mieux, parce que je me suis retrouvé à une rencontre familiale où il y avait 3 préparations de crabes Différentes. différentes. Et c'était un petit concours familial. Et j'ai pas beaucoup dormi le soir. Digestion oblige. Alors, vous savez comment on fait la première partie pour leur laisser le temps de tout faire, tout régler la technique. On parle un petit peu de choses, sans images, sans illustration. Et je voudrais vous parler de Marine Le Pen, qui a créé la polémique en parlant de ses scores en Outre-mer. C'est intéressant. Sur le plateau de BFM TV, elle a répondu à Bruce Toussaint pour contester l'accusation de xénophobie qui lui est faite. Et elle dit, quand vous voyez que je suis entrée en tête, y compris aux européennes, en Outre-mer, vous vous rendez compte que ces accusations de xénophobie n'ont aucun sens. Alors, elle s'est fait lapider par Sébastien Grandcon. Il dit, ah bon, l'Outre-mer, c'est étranger. Bon, ensuite, le ministre de l'Intérieur Darmanin, encore plus raide. Quel parallèle nauséabond, sans doute la couleur de la peau. Nous avons des grands défenseurs dans ce gouvernement-là. On ne se refait pas chez les Le Pen. Une honte. Nathalie Loiseau, qui sort de sous les bois, députée européenne, elle était encore plus qu'enchante. Marine Le Pen, dans une démonstration embrouillée, pour nous faire croire qu'elle n'est pas xénophobe, cite sa popularité outre-mer, et nous apprend donc que pour elle, les ultramarins ne sont pas tout à fait des Français, grosse fatigue. Je parle au nom de M. Tali, qui a une mémoire d'éléphant, vous dire, mais dans le programme
le programme commun, là, de la gauche, là, on n'avait pas mis... Les territoires étrangers. Voilà, on continue. Et puis la bonne question, à mon avis, ça aurait été de se demander pourquoi Marine Le Pen a une telle popularité outre-mer. C'est ça qu'il faudrait... Eux-mêmes, ils devraient se poser la question et nous permettre de nous la poser parce que nous vivons à travers eux, parce que tout le monde vit à travers eux. On fait comme eux maintenant, de dire mais pourquoi cette personne qui a ses défauts, c'est particulier quant à la démocratie, que l'on dit, parce que enfin, ce n'est pas mon opinion, je ne fais que dire ce que l'on dit. Nous sommes entre deux tours. En tous les cas, je pense que les consultations, on en parlait tout à l'heure, électorales, c'est avant tout exprimer la satisfaction des citoyens et pas seulement mettre des personnes au pouvoir. Donc, satisfaction, insatisfaction aussi, on n'est pas content, ça sert à ça. Le programme du Rassemblement national ferait basculer la France du côté des régimes illibéraux. Un petit peu de vocabulaire de sciences politiques. Qu'est-ce que c'est qu'un régime illibéral? Bon, je vous dis tout de suite. L'illibéralisme, vous voyez, ça va rentrer dans la bouche. Et le rejet des principes de la vision libérale, ben oui, se rapporte à une situation démocratique. Néanmoins, situation où l'indépendance de la justice est malmenée, où les citoyens ne bénéficient pas d'un traitement égalitaire face à la loi, ni de protection suffisante face à l'État et aux acteurs privés, à certains acteurs privés, oligarchies et autres. C'est la raison pour laquelle M. Viktor Orban, Premier ministre hongrois, est un illibéral type, comme on le dit. Et puis quand j'ai réfléchi, j'ai dit, mais enfin, il y a des illibéraux partout. Il y en avait avec Trump, il y en a en Europe centrale, il y en a en Inde, il y en a en Israël, il y en a en Turquie, il y en a en Pologne. En fait, l'illibéralisme est peut-être plus commun que le libéralisme au sens classique de la... Alors, les habilitations pour le... Alors, on ne va pas s'y mettre dans les choses locales, parce qu'on parle peut-être trop de l'autre. Les habilitations pour la collectivité territoriale de la Martinique. Pour que la Martinique, je cite, s'assume pleinement, a annoncé, M. Letchimy a annoncé la tenue prochaine de congrès des élus afin de discuter des habilitations à prendre pour décider par nous-mêmes. Alors, plusieurs sujets cruciaux, l'autonomie alimentaire, le transport ou encore le numérique. Il explique que Paris veut nous imposer comment gérer nos littoraux. Il est temps que nous prenions la mesure de l'importance de décider par nous-mêmes. Sous ces questions cruciales pour nous, les meilleurs décideurs des affaires martiniquaises sont les Martiniquais. Ça ressemble à la citation d'Aliker. Alors, également, le Conseil exécutif a décidé de travailler à la révision des mécanismes de fiscalité, notamment d'octroi de mer, sur un panier de 1000 produits. Marjo, je vais te donner ton opinion. Hein. Travailler sur 1000 produits concernant les ménages les plus modestes. Alors pour ça, si j'ai bien compris, il faut jouer sur l'octroi de mer, il faudra jouer sur la TVA, il faudra surtout faire de telle sorte que les autres intervenants dans la chaîne de distribution n'en profitent pas pour rattraper. Voilà, grosso modo, c'est ça. Sur ces sujets que j'ai évoqués à la va-vite, des réflexions, ou bien on passe tout de suite au nanan, au chronanan? Comme il y a du goût au nanan, à mon avis. Ok. Alors, actualité. Alors, je fais l'introduction. Vous voyez, je n'ai pas dit le pitch, hein, vous avez remarqué. Pour le traitement de ce sujet, tout le monde intervient en laissant la priorité à Eddy et Serge, que j'avais qualifié de politologue émérite, de ma pipi, de la politique. Alors, je vous demande simplement de suivre l'ordre thématique. Mesdames, vous allez suivre, hein, vous allez suivre les hommes. Là, Non, je ne suis pas. Non. Allez suivre. Vous avez bien raison. Soyez disciplinés. Précédez-les si vous voulez. Bon, il faut rester dans l'ordre thématique parce qu'il y a des illustrations qui correspondent au fur et à mesure à ce qui sera évoqué. Et le premier sujet, c'est les résultats globaux. On commence par la Guyane, dans l'ordre que vous voulez, par contre. Sur les résultats, qu'est-ce que vous avez à dire, mes seigneurs? Honneur à vous, jeune homme. Non, je ne vais pas analyser chaque territoire, parce qu'on sait que globalement, c'est ou Mélenchon ou Macron, et beaucoup Le Pen en troisième position. Voilà. Je me dis qu'en Outre-mer, et singulièrement en Guadeloupe et en Martinique, je garde ces deux-là, c'est comme une évidence. La première évidence, c'est qu'Emmanuel Macron était l'homme à abattre. Pourquoi? J'ai cru comprendre le vaccin, et puis le vaccin. Donc, on ne va pas revenir dessus. Il faut reconnaître que l'impact
de la mauvaise information, l'impact des fake news, l'impact de la grande connaissance scientifique de la majorité des gens sur les réseaux sociaux, cet impact-là a été beaucoup plus important que tout le reste. Et qu'on a... Vous savez, il y a des trucs très terre à terre, comme quand tu veux tuer ton chien, tu dis qu'il a la gale. Donc, effectivement, si je veux trouver tout ce qui est négatif chez Eddie Marajo... La vraie formule, c'est la rage. Hein. La rage. C'est la rage. Ouais, la gale, c'est c'est très important, un peu de précision. Oui. Donc, souvent, le choix n'a reposé que sur cet élément-là. Oui, Monsieur nous a fait souffrir, donc on vote contre lui. Ouais. Combien d'électeurs ont choisi de voter pour telle ou telle valeur? Bon, je ne sais pas, mais bon, il faudrait que les sondeurs puissent aller jusque-là, je ne suis pas sûr. Et ce vote, la deuxième chose, la deuxième remarque, c'est que le vote Le Pen, c'est deux constats, et tu en as déjà parlé. Beaucoup de gens n'ont aucune notion de ce que c'est que l'extrême droite. Tu dis libéralisme, c'est ça, c'est joli. Donc Hitler, Trump, Mussolini, Bolsonaro, Orban, Dollfuss, Ordre Nouveau, le Tea Party, Trump, Pinochet. Inconnus au bataillon, ils ne savent pas qui c'est. C'est quoi l'extrême droite? Bon, alors il suffit les gens qui ont un tas de téléphones là, vous allez sur Google, vous tapez un de ces noms-là, et vous verrez ce que c'est. Et puis, encore un problème des enseignants. Bon, j'en faisais partie. On a mal éduqué les gens à l'histoire et à la politique. Et puis la dernière petite chose, quand je vois que des gens disent faut enlever celui-ci pour mettre celui-là, je ne peux pas m'empêcher de dire qu'on a l'impression qu'on veut confier les destinées d'un pays comme d'autres changent d'entraîneur chaque année parce qu'ils ne gagnent pas la Ligue des Champions. J'ai le droit de continuer? Oui. Et comme ils n'ont pas gagné la Ligue des Champions, ils changent d'entraîneur. Voilà, c'est tout. Oui, aucune ressemblance avec aucun club connu. Bien sûr, ce serait fort aussi. Moi, j'aimerais rappeler deux choses. C'est que l'information globale a son avantage, mais il faut rentrer dans les détails. Et moi, j'ai fait un petit focus sur la Martinique, puisque bon, c'est ce qui un peu nous intéresse, pour dire que la segmentation traditionnelle d'un vote sud et nord pour Marine Le Pen, donc dans les communes du Nord et dans certaines communes du Sud, c'est brisé. Donc c'est plutôt Zemmour au Sud et Marine Le Pen au Nord. Donc en fait, les votants des communes du Sud, donc Diamant, Trois-Îlets, Sainte-Luce, Sainte-Anne, etc., ont changé de leader. Ils ont davantage voté proportionnellement pour Zemmour que pour Marine Le Pen, alors que dans le Nord, pour des raisons qui sont, à mon avis, essentiellement liées à la xénophobie ambiante anti-haïtien, anti-dominicain, enfin anti-étranger dans le Nord, se sont manifestés. Mais tout ça doit être relativisé pour une raison simple, c'est que le score réalisé par Marine Le Pen, ce qui retient notre attention, c'est ça. Tout le monde tourne autour de ça, ne parle que de ça. Marine Le Pen n'a rassemblé que 5% des inscrits. Quand on est sur le territoire national et que vous vous ramenez avec 5% des inscrits, on ne vous donne pas trop la parole. Alors que chez nous, on en fait tout un pataquès. Donc j'aimerais rappeler... Plus de 13% quand même des suffrages exprimés. Oui, mais 13% des suffrages exprimés, c'est 5% des inscrits. Ça veut dire que 58% des Martiniquais ne se sont pas prononcés. Et quand un certain nombre de gens commencent à dire qu'il faut, j'allais dire, tirer la sonnette d'alarme parce que le vote le péniste ou d'extrême droite, allons rajouter Dupont-Aignan plus Zemmour, progresse en Martinique, je leur dirais oui, mais de manière très relative. Et il faut le dire, parce que plus de la moitié des Martiniquais ne se sont pas prononcés, donc on ne sait pas ce qu'ils pensent. Et dans les sondages, là où on prend tous les Martiniquais, on a des taux qui sont bien plus faibles que cela. C'est ça la réalité. Et Mélenchon est arrivé en tête, il ne faut quand même pas l'oublier, parce qu'on parle beaucoup de l'extrême droite, mais Mélenchon est quand même arrivé en tête dans tout l'outre-mer et en Martinique. Tout à fait. Attends, je te propose qu'on sait bien intervenir, et qu'on vide le... Allons vider l'abcès. Oui. Il y a un élément qui me semble extrêmement intéressant, donc je vais rebondir sur ce que Daniel vient de dire. Mélenchon a augmenté son nombre de voix par rapport à 2017 de 118%. Macron a perdu 30% et Le Pen a augmenté de 38%.
Le vote Mélenchon est spectaculaire, mais là encore, il est extrêmement faible en valeur relative. Donc, en fait, je pense qu'à trop parler de ce qui est petit, on oublie ce qui est grand. Et ce qui est grand, c'est que les Martiniquais n'accordent à cette élection présidentielle-là, à celle-ci, qu'une importance relative. Et c'est ça qu'il faut creuser. Alors, moi, ce qu'on disait déjà la dernière fois, effectivement. Ce que j'aimerais souligner, c'est l'évolution de la participation. Parce que là encore, on dit, ça aussi, c'est une espèce de tarte à la crème. Ah oui, il y a une tendance baissière très longue, etc. Non. Bidon sur l'élection présidentielle. Parce que, vous vous rappelez, la patrie était en danger en 1981. Les Martiniquais ont pleuré, en tout cas une partie des Martiniquais ont pleuré parce que... Il y a eu un mort. Il y a eu un mort. Tu parles du temps très ancien, là. Oui, non. Vous allez voir le lien. François Mitterrand gagne l'élection de 1981. Les Martiniquais votent à 78% pour Giscard d'Estaing. Mais le taux de participation est extrêmement faible. Au premier tour, il est de 42%, alors que... Et au deuxième tour, 54%. Alors qu'en 2007, la patrie n'est pas en danger, c'est Nicolas Sarkozy contre Ségolène Royal. On monte à 64% de participation. Donc, on a un problème. Donc, l'idée, c'est que ça ne baisse pas, ce n'est pas vrai. Ça varie. C'est en fonction de quels critères? Voilà, le critère principal, c'est la personnalité des candidats. Voilà. Et l'intérêt que les candidats portent ou non à nos problématiques. Or, ce qui manque singulièrement chez Macron et chez Marine Le Pen, et chez Pécresse et chez tous les candidats qui n'étaient pas très attentifs à ce que nous sommes, c'est cette singularité des propositions. Or, on a tendance à dire « Ah ouais, mais d'ailleurs, ça se dit, ça s'écrit, Mélenchon au contraire des autres, etc. » Ben, si c'est si clair dans les propositions de Mélenchon, eh ben, il n'aurait pas loupé le deuxième tour à 400 000 voix. Puisque nous représentons 1,5 million de voix. L'Outre-mer. Et il n'a obtenu à l'Outre-mer que 185 000 voix. Donc l'Outre-mer n'a pas donné sa chance à Mélenchon, contrairement à ce qu'on dit. Même s'il a eu un succès relatif. En fait, ça a nourri l'espoir. Oui. D'où la désagréable sensation que j'ai quand on utilise des pourcentages. Il faut arrêter de parler en pourcentage, il faut donner des chiffres, des vrais chiffres. 185 000 sur 1,5 million, ça c'est clair. Ouais. Ça c'est très clair. Ça ne pèse pas beaucoup. Voilà. Ça va, si vous avez ça vous satisfait? Pour moi, vous avez dit l'essentiel, mais mesdames, je vous en prie, intervenez, contestez, je vous en prie. Non, silence radio. Bon, je pense que ça commence à vous fatiguer, les élections. Non, pas du tout, mais on est intervenu tout à l'heure. Bon, alors, quand même... Tu m'as dit de m'arrêter quand je suis intervenu. Oui. Non, mais parce qu'on était sur... non, mais c'est simple, je vous ai dit que l'ordre thématique correspond à l'ordre des illustrations. Des illustrations. Bon, alors maintenant, je vous aurais proposé, d'un coin des fiches que vous recevez, d'expliquer les erreurs de... Pourquoi M. Macron s'est ainsi cassé la figure? Est-ce que l'inventaire qui a été fait correspond à votre sens à... Et moi, j'ai le contrepoids. Ouais. Bon, non, je ne crois pas que Macron se soit cassé la figure. Macron a eu la désagréable surprise d'avoir à gérer un certain nombre de crises, dont l'une, la crise sanitaire, a été effectivement très mal gérée. Objectivement, tout le monde le reconnaît, y compris les membres du gouvernement, dans les territoires d'outre-mer. Pour une raison qui est fondamentale, qui m'a valu un bashing fantastique, c'est que les réalités socio-économiques, socio-culturelles ne sont pas celles qui prévalent au niveau européen. On ne peut pas toute la journée dire, écoutez, nous avons ici un certain nombre de retards. Les hommes politiques nous balancent ça à longueur de journée, les intellectuels le disent, les gens dans la réalité disent, ce qui correspond effectivement à une évidence. Et appliquer de manière systématique et stricte ce qui prévaut pour une économie et un pays, voire un continent qui a des standards
plus élevés que les nôtres. Donc, différent. Non, plus élevés, puisque, rappelle-toi, il y a ce qu'on appelle le fameux... Non, allons dire la vérité. Les Martiniquais sont fiers d'appartenir au top 30 de l'indice de développement humain. On le dit, ça. Donc, ça, c'est objectif. Donc, il y en a qui sont plus hauts que nous. Donc, et ça, il faut l'accepter aussi. Il faut accepter. On ne peut pas dire mon fort à un classement, et puis, ni 30 moun devant, c'est mon tas, il devant. Eh bien, il devant. Sur quel critère le niveau d'éducation, les ressources, les revenus, le niveau des infrastructures, etc. Donc, on ne peut pas, il faut le dire et le redire, on ne peut pas appliquer dans un pays qui a une situation économique, une situation culturelle, une situation de niveau d'éducation plus faible, des recettes qui elles-mêmes ne fonctionnent pas dans des pays plus riches et mieux éduqués. À qui doit-on confier le soin de moduler, d'adapter, de définir ces recettes? À nous. À nous-mêmes. Et parmi nous-mêmes, qui c'est parmi nous-mêmes qui veut ardemment le faire? Il y en a qui le font. Il y a des maires, par exemple, qui ont engagé, moi je citerai un maire qui est le maire du Prêcheur, qui a engagé avec l'État, et vous le savez, il bénéficie de ressources financières spécifiques, le plan Cocarde de l'État. Mais l'État lui dit, dites-nous exactement ce dont vous avez besoin, et nous allons adapter nos aides à vos besoins. Et on peut le faire dans toutes les communes. On peut le faire dans toutes les communes. Donc ça nous renvoie à nous-mêmes, Exactement. à notre capacité à justement faire des propositions. Et au lieu de crier au loup quand tu as un ministre qui dit « mais écoutez, moi je suis, rien n'est tabou, moi je suis prêt à tout examiner, dites-nous ce que vous voulez ». Alors au lieu de faire des grands cris de largage, etc., de dire « mais voilà, ça nécessite que nous réfléchissions et que nous pensions comment adapter nos demandes à la réalité que nous décrivons. Donc, au travail, nous devons travailler. On est en train... Il y a des critiques très nombreuses qui sont en train de monter contre la proposition de Serge Letchimy de faire, on va peut-être l'aborder, un congrès. Mais un congrès, c'est pas pour faire l'indépendance ou l'autonomie. C'est dans la Constitution aujourd'hui. C'est pour obtenir les habilitations. Et l'idée, c'est, allons prendre un moment, et bon, ça peut se faire dans un congrès, comme dans un conseil municipal, au niveau de la commune. Allons prendre un moment pour réfléchir à ce que nous pourrions proposer. Or, quand on fait la liste de toutes les réformes majeures qui ont eu lieu depuis 1986 à aujourd'hui, la majorité des réformes, la très grande majorité des réformes ont été initiées par le gouvernement et pas par nous. Donc, quand un de nos parlementaires, je pense à Serge Larcher, dit à ses confrères, bon les mecs, et si on mettait dans la loi cette idée d'avoir les 50 pages géométriques. La plupart des types ils regardent si leur voiture n'est pas mal garée, en évitant de répondre à cette question. Or, ce truc est passé, nous devions récupérer ces 50 pages géométriques depuis 2018, je crois. Décembre. Ne pas jamais poser question. Or, nous pouvons. L'État nous a dit, c'est à vous. C'est Bogadi, en fait, on n'est pas tout à fait prêt. En fait, Eddy touche du doigt la problématique de tout ce qu'on peut faire. Exact. Tout ce qu'on peut faire au jour d'aujourd'hui, sans changer rien. Sans même faire un congrès. Ouais. Il y a énormément. Et on n'ose pas le faire. Et on n'ose pas, on ne sait pas, on ne veut pas, je ne sais pas. Un petit retour historique, un aspect technique. Les électeurs ont approuvé le 24 janvier la création d'une collectivité unique après avoir rejeté le 10 janvier... 2010. Mais oui, la transformation, j'avais dit, la transformation en collectivité d'outre-mer. L'article 73, dans ses alinéas 3 à 6, va plus loin en reconnaissant une forme de pouvoir normatif délégué au profit des collectivités de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et désormais de Mayotte, puisqu'il leur reconnaît, ce fameux article, la faculté de fixer elle-même à ces collectivités les règles applicables sur le territoire après habilitation. Ça fait longtemps, tu as dit la date. Répète la date. 2010. Bon. Nous sommes en quelle année? 2020. C'est un fil rouge entre Eddy et moi, parce que nous, j'étais sûr que Macron aurait fait la différenciation. Ouais. Et malheureusement, la pandémie nous a coupé l'herbe sous le pied. Et j'avais pris les paris avec Eddy de la date de mise en place de la différenciation. Vous voyez, il y a déjà 3 ans. 3 ans. Il y a déjà 3 ans. Donc, si j'ai bien compris, tout apport
propre à nous donner une certaine, le mot souveraineté est trop fort, une certaine autorité, une certaine capacité. Un leadership. C'est trop fort, c'est trop fort. Non, c'est trop fort, c'est trop fort. C'est nous qui dirigeons. Non, c'est nous qui décidons. Non, un petit peu de Les capacité. affaires martiniquaises par les Martiniquais, Gérard, c'est le non, leadership. c'est trop fort pour nous, ça va nous étourdir. Donc, la capacité de simplement prendre des dispositions techniques, savoir, comme vous disiez, vous avez cité un exemple à l'instant, c'était quoi? Sur le c'est pas géométrie. Allons citer un truc très concret. Ouais. Aujourd'hui, l'argent que nous payons tous les jours en achetant de l'essence, l'essentiel va dans un fonds qui s'appelle le fonds d'investissement routier, qui est dédié pour l'essentiel par décision du Premier ministre, donc c'est pas nous, à la réparation des routes. Ok. L'une des idées qui est dans l'air, c'est de dire mais poutiez-nous pas en partie de l'argent pour faire un lot de bagaille. On peut pas. C'est attribué, c'est affecté. C'est affecté. Et la seule personne qui peut décider de désaffecter, c'est le Premier ministre. Pour quelle raison? Voilà, très concrètement. Alors qu'il s'en fout. Il n'est même pas au courant qu'il a un truc. Il ne sait même pas qu'il gère un fonds d'investissement routier. Une question, puis on va passer à autre chose. Est-ce que j'ai eu raison de mettre pour moi-même, avec la décision de convoquer le congrès de M. Letchimy, également sa décision d'entreprendre une démarche pour limiter les prix sur 1000, est-ce que c'est ça le vrai travail à faire? Bien sûr. Ah ben c'est déjà un début. Alors attention, il n'est pas candidat, non, attention, on peut dire du bien de lui. Non, mais c'est la démarche, c'est pas c'est la démarche. Enfin bon, je ne veux pas donner une opinion, mais dire 1000 produits, pourquoi dire 1000 produits? Essayons le principe. Pourquoi je connais. De nécessité. Je connais des chefs nécessité. d'entreprise, je connais aussi des chefs d'entreprise, qui seraient d'accord demain matin pour 100 produits ou 300 produits. Mais pourquoi pousser le cursus à 1000? C'est loin, aussi loin, tu veux dire. Oui, il y en a. Je ne donnais pas de nom, mais en antenne, je vais donner des noms. Non, mais il faut être clair. Et Pourquoi 1000? Parce que c'est plus sexy que de dire 55. Il y a 55 familles de produits qui seront concernés, des pâtes, etc., et dans lesquels il y a en moyenne 20 références. Voilà. C'est ça. Donc, il y a un technocrate quelconque qui a dû dire et c'est 55 fois 20, ça fait 1000. Comme ça, c'est mon enquête. Voilà. Je voudrais vous interroger sur un petit aspect. Là, tout le monde s'est mis brusquement à découvrir l'écologie, entre les deux tours, chacun à sa façon. Vous avez quelque chose à dire là-dessus? Macron brusquement s'est découvert. Il a puisé dans les programmes de chacun. Enfin, on aborde ça? Oui, mais je pense qu'on peut aussi se rendre compte que c'est une vraie préoccupation de la jeunesse. On se pose la question de savoir par quoi les jeunes sont intéressés, mais enfin, il y a eu dans tous les pays du monde, pas seulement en Europe, dans les pays du monde, il y a eu une démarche, les jeunes, parce qu'en fait, c'est eux qui seront concernés par les conséquences de ce que nous avons fait, et ils considèrent qu'on ne prend pas les mesures pour pouvoir éviter les catastrophes. Donc l'écologie, qu'on le veuille ou non, c'est un sujet qui d'accord. Ma question était... Est-ce que c'est politique? Oui, c'est politique. Oui. Non, c'est politique, mais cet oubli total des problèmes écologiques qui sont aussi importants, et nous sommes tous d'accord autour de cette table, et leur oubli total par les deux candidats et qui sont maintenant en tête, et brusquement leur recours maintenant à puiser dans les programmes des autres. Cette façon de faire, c'est tout, c'est sur la façon, on parle de méthode politique, de technique, pas sur l'importance de l'écologie, mais c'est tellement évident. Non, mais l'un ou l'autre navigue, je fais exprès, au gré du vent. Donc, le président sortant s'est découvert un amour pour les éoliennes, c'est bien. Moi, je suis très favorable. Je ne suis pas entré comme membre de Europe Écologie Les Verts parce qu'un écologiste en 2002 m'a dit que les éoliennes, c'est une bêtise, que ça fait du bruit et que c'est pas beau visuellement. Alors, j'ai pas pu entrer dans un parti où on pensait une telle chose. Donc c'est pour ça que je suis pas écologiste encarté. Que le président de la République, enfin le candidat président, soit pour les éoliennes, notamment en mer, je trouve ça très bien. Si on pouvait faire ça du côté du Vauclin, je trouverais ça excellent. 80 éoliennes posées au large de Tartane, par exemple, à 15 km, alimenteraient toute la
consommation de 700 000 habitants. Voilà, c'est-à-dire la double Martinique. Pas d'hydrocarbures. Oui, pas d'hydrocarbures. Alors, On prend cette Lucie aussi avec nous. oui, On leur revend. oui, Ah oui, on peut même Alors, donne. et la Dominique. Non, on leur donne. On leur donne, voilà. Ça, c'est la coopération internationale. Non, oui, c'est ça. Non, c'est une Coopération internationale. Et par contre, j'entends parler de charbon et de nucléaire. Bon, ceci étant, il n'y a pas d'usine nucléaire en Martinique. Bon, c'est Pas avant un moment. C'est pas un moment. Maintenant, mais il y a quand même le charbon, parce que les fossiles, c'est un petit peu embêtant, parce que je pense à mes petites filles. Mais bon, je pense que les écologistes ont plus de problèmes à voter que les partisans de Mélenchon, dimanche, avant de voter. Ils auront davantage de problèmes, même si Jadot a dit de voter. Problème intellectuel. Oui, le problème intellectuel au moment de Il y a un voter. candidat qui dit qu'il est pour les éoliennes, l'autre qui dit qu'elle va démanteler toutes les éoliennes. Donc pour les écolos, Oui, mais absolument, tu as raison. ça peut être critère. Oui, ça peut être un critère. Bon, un autre aspect. Si on était écologiste. Un autre aspect, puisqu'on va tourner, tant que ça tourne. Est-ce que vous pensez que c'est fini pour le PS et c'est fini pour les Républicains? Dissolution du PS? Non, moi je crois pas. Je crois pas. Il y a un élément qui est fondamental. On est sur les élections présidentielles. Là, on va passer sur autre chose. Vous savez que si on compte le nombre d'élus locaux, les deux partis qui dominent très largement la politique locale, ce sont les socialistes et les républicains. Donc les gens, quand ils réfléchissent à qui va gérer mon conseil départemental, mon conseil régional, je parle au niveau national, hein, ma mairie, ils ne choisissent pas des ersatz de parti. Hein. Ils choisissent des gens structurés qui ont des réponses. Ça veut dire que lorsque Jean-Christophe Cambadélis, ancien secrétaire du parti, lorsqu'il propose la dissolution du parti, la démission de Faure, etc., il se trompe. Il se trompe parce il y a son image. Il se trompe parce que, en fait, s'il se saborde, il perd ce qui fait l'essence d'un parti politique. Et on a toujours, en fait, tous les gens qui s'intéressent à la politique disent il faut commencer par le bas. C'est pas tant d'avoir un président de la République, mais il faut avoir une base. Il faut gérer le quotidien. Eddy n'a pas tort, mais pour avoir été, parce que je ne suis pas allé chez les écologistes, donc j'ai fréquenté les gars du Parti socialiste et j'étais dans l'un des deux départements les plus socialistes de France, j'étais dans l'Aude, le deuxième étant l'Ariège. Et moi, je croyais même que le PS n'existait plus depuis l'échec de François Hollande, si je veux dire. Parce que le PS a existé grâce à un homme d'exception qui s'appelle François Mitterrand, qui a fait le congrès d'Épinay en 1974 et qui a réuni tous les petits morceaux de groupement socialiste et il a fait un vrai parti socialiste. Bon, après, ça a traîné un peu, mais moi je revois la tête à Carcassonne où j'étais en 2007, la tête des appareils chics, des grands Manitou du Parti socialiste de l'Aude, quand Ségolène Royal était en train de prendre la main, y compris dans l'Aude sur Fabius. Les gars, ils ont tout fait, ceux de Marseille et ceux de Lille, pour que Ségolène Royal ne gagne pas. On peut dire ce qu'on veut. Alors, excuse-moi, je finis. Un socialiste dans ces pays-là, c'est quoi? Le maire de la ville de Barbera, dans l'Aude, qui était un socialiste, c'était mon collègue, il était chef d'établissement, a barré la nationale parce que le préfet avait mis dans une résidence des migrants roumains. Ouais. Et le gars, un socialiste xénophobe, j'ai vu ça, j'ai rencontré ça dans ma vie. Donc, c'est pas un parti qui est clair. Donc, si les socialistes remettent la nappe et essaient de faire quelque chose, et l'ancien président du conseil départemental de l'Aude, qui s'appelle André Viola, qui est un gars brillant, a fait une lettre avant Cambadélis, mais comme il est moins connu, on n'en a pas parlé, où il demande exactement la même chose. Cassons tous les gars et faisons un vrai parti socialiste. Mais on peut aussi se poser la question si la vie, c'est aussi l'évolution et le changement. Les partis ne sont pas là pour rester éternellement pareil, sans changer. Donc le résultat des élections, c'est un petit peu un coup dans les fesses pour dire bougez-vous et ayez plus le sens des réalités. Faites rêver les gens. Qu'est-ce qui peut donner envie
à des jeunes. Notre génération, elle est passée, elle doit transmettre. Tu dois tout Mais dire, quelles sont les valeurs? Le Parti socialiste ne fait pas rêver un jeune, ne fait pas rêver ni les républicains. Les vieux non plus. Mais apparemment, il fait rêver personne. Bon, alors, quelles sont les valeurs? Un dernier point, tout à fait d'accord. Un dernier point, en deux mots. Plus de front républicain au deuxième tour pour combattre la montée de... Mais enfin, pourquoi on dit ça? Non, mais je pose la question, c'est un point de Je pense qu'il n'y a pas de doute sur l'existence d'une volonté parmi beaucoup de démocrates, quand on regarde, de faire un choix qui soit clair, ce que tu appelles le front républicain. Simplement, ça ne se matérialise pas avec la même... intensité. Clarté. Non, dramaturgique en 2002 ou même un peu en 2017. Donc aujourd'hui, c'est rentré. Mais c'est ça qui est dramatique. Oui. C'est rentré dans la normalité d'avoir un républicain et un nationaliste exacerbé. Illibéral. Mais ça ne tient pas, ce n'est pas une exclusivité française, rappelons-le. Le nombre de pays d'Europe de l'Est qui sont dans ce cas-là, et les États-Unis. Ceci fera l'objet d'une autre histoire, comme dirait M. Kipling. Nous allons passer, si vous voulez, au problème de société. Jingle, jingle. Alors, retenons avec précision les noms des bactéries, les aliments qu'elles infectent, les atteintes en découlant, donc c'est un sujet passionnant. Non, vous savez pourquoi je suis sensible à ça, c'est parce que nous sommes à 8000 km de ces usines, de ces laiteries, de ces unités de fabrication d'agroalimentaire. Ça prend le train, ça prend l'avion, ça subit parfois des chutes de température, ça peut en remettre sans rien dire, sans voir, parce que c'est pour l'exportation. Et puis ça arrive ici, on le prend, et puis on le consomme. Alors que beaucoup de ces aliments font l'objet de rappels, parce qu'on y découvre et je te passe la parole. Voilà. Les dangers de l'industrie agroalimentaire, ça reste quelque chose, on a l'impression que tout est normalisé, alors qu'en fait, on a parlé de virus pendant 2 ans, ça y est, c'est autour des bactéries, elles ne sont pas toutes nos amies. Et notamment dans le cadre de l'industrie agroalimentaire, alors je vais parler de salmonellose, mais ça on a l'habitude d'entendre parler de la salmonellose, puisque c'est la salmonelle en l'occurrence qui provoque la salmonellose, puisqu'il y a plus de 100 000 voire 200 000 cas par an généralement en France. Il y a également la listeria et la bactérie E. coli. Ces 3 bactéries sont responsables vraiment d'infections physiques et qui peuvent être mortelles. Et on se retrouve aujourd'hui, en 2022, là en plus en avril 2022, dans une espèce c'est pas un triangle d'ailleurs, c'est assez massif, toutes sortes de produits de l'alimentation vraiment de base habituelle, normalisée, avec de grosses lacunes qui appellent à un rappel massif de produits. On parle aussi bien de bacon fumé, de charcuterie, que même des chocolats. Oui, ça c'est énorme. Surtout des chocolats. Ah ouais, surtout à cette période. Vraiment des fromages, enfin toutes sortes de produits de l'alimentation vraiment classiques au risque de me répéter, en cause justement là, ces bactéries. Je disais que la salmonelle, on avait l'habitude d'en entendre parler, tout simplement parce qu'elle se développe généralement suite à des contacts avec des aliments qui auraient été en contact avec des animaux. Mais les autres bactéries qui se développent, donc la contamination, elle se passe dans généralement les usines. C'est ça qui est embêtant. Et c'est là que c'est grave. Nous, tu l'as rappelé, à 8000 km, on a l'habitude de parler de la chaîne du froid et de l'importance de ne pas rompre cette chaîne du froid. Pourquoi ? Parce que en baissant les températures, il y a le risque que ces bactéries se développent. Et là, aujourd'hui, ce sont carrément des usines, pour le coup, qui répondent à des process qui sont vraiment sérieux d'un point de vue hygiénique, oui, au point de vue de l'hygiène, mais aussi sur les normes de qualité, parce qu'on va en progressant dans les choses. Et c'est vrai qu'il y a de quoi vraiment rester
quelque peu stupéfaits de voir cette recrudescence et puis cette mise en commun de tout cela. Est-ce qu'il ne faudrait pas davantage de contrôle? Parce que quand on voit les conditions d'hygiène dans certaines usines, quand on a montré, peut-être que les contrôles sont insuffisants. Les contrôles, est-ce que... Des services de l'État, j'entends. Hein. Et on revient encore une fois à des leçons qu'on nous a redites pendant 2 ans sur il faut se laver les mains, il faut, etc. Des choses qu'on apprend tout naturellement quand on devient propre soi-même. Et aujourd'hui, on revient à la même chose concernant les aliments, où il faut les laver avant de les stocker, il faut nettoyer les espaces de stockage, donc réfrigérateurs, etc. Il faut que ceux qui les touchent. Il faut que ceux qui les touchent aient les mains propres. Enfin, c'est quand même des choses un peu élémentaires, mais qui reviennent. Je ne sais pas si vous réalisez, mais même les bouillons ce qu'on appelle les cubes, donc les bouillons de légumes, de veau, enfin les fonds de veau qui servent à faire les sauces et autres préparations, même eux, ils ont été rappelés, puisque, enfin, il y a eu une série qui ont été rappelés parce que... De plusieurs marques. Oui, en plus, dont des bio. Bio, Auchan, oui. Parce que les emballages avaient été contaminés, grand cuisinier, avaient été contaminés. Donc oui, c'est un petit rappel tout simple. L'importance aussi de cuire les aliments. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, mais les steaks tartare ne sont plus autorisés dans tous les restaurants, justement pour ces raisons de salmonelle. Et là, on est sur des aliments. Je ne veux pas citer la marque des pizzas surgelées. Donc on se dit quand même. Les marques, c'est dans toute la presse. C'est quand même un produit tellement facile, qui est tellement entré dans la consommation courante et les habitudes. Merci. Qui se retrouve il y a eu plusieurs décès. C'est vraiment dramatique. Oui, décès ou des enfants qui sont dans un état végétatif. Donc c'est vraiment des affections qui sont lourdes et graves. Alors, où trouver la liste des produits rappelés? Je peux le dire, plateforme rappel.conso.gouvernement.fr. Alors, je vais dire plus tranquillement, plateforme, en un mot, rappel.conso.gouv.fr. Alors, on sait exactement ce qu'il faut acheter ou pas. Donc, si on est conscient un petit peu de ses responsabilités à l'égard de sa famille, on regarde un petit peu, on regarde même une fois pour les sensibiliser. Également sur le compte Twitter @rappelconso, ou sur le site internet des différents. Et puis il y a une autre solution aussi, c'est de bien se laver les mains, de descendre dans son poulailler, prendre une petite poule que l'on a élevée, prendre les œufs. L'appartement, c'est compliqué. Prendre les œufs. Là, oui, il ne faut pas habiter un appartement, il faut avoir une petite maison. Je cherche où est le poulailler chez lui, mais bon. Je continue. Laver les laitues très bien. Quoi faire encore? Alors, en parlant de cubes, garder les fonds de sauce. Quelle émission de haut niveau, de haut niveau intellectuel. On traite tout, on est à l'aise. Gardez les petits fonds de sauce, les mettre dans des bacs à glaçons et les congeler tout de suite. Vous avez fait une petite soupe, vous avez fait un truc comme ça, vous gardez un petit peu, vous la prenez après, et ça vous fait l'équivalent du cube. Sauf qu'il n'y a pas de conservateur, il n'y a pas de salmonelle, il n'y a pas de... comment tu appelles ça, salmonelle? Listeria. Et E. coli. La bactérie E. coli, elle est fatale, elle est terrible. Oui. Alors, c'est vraiment en lien avec l'hygiène. Celle-là. Et puis la mort. Très bien. Le deuxième sujet, c'est les dames qui vont traiter des choses très gaies à cette émission. Chlordécone. Moi, j'ai bien aimé la lettre au candidat. Si tu veux, ça a été mon avis, mais je te laisse parler. Oui, à propos du chlordécone, du chlordécone. Enfin, peu importe. Alors, c'est une lettre qui a été écrite par un collectif d'organisations. Alors, ce sont des organisations syndicales, des associations, mais également des partis politiques, des artistes et des personnels de santé. Donc le panel est très large. Et donc ce collectif écrit aux candidats et pour dire que il y a eu des avancées, mais elles ne sont pas suffisantes. Alors je ne vais pas tout décrire les demandes, mais je vais en retenir 3 parce qu'elles me paraissent importantes. L'indemnisation des victimes. Oui. Et donc il y a la création de fonds qui est envisagée, donc c'est possible. Ensuite, la mise en place d'un programme conséquent de recherche, et ça je pense qu'il est effectivement très important de mettre l'accent sur la recherche. Et ensuite, une cartographie immédiate des sols pollués. C'est en cours, ça a déjà commencé. Donc, il me semble que ces propositions, elles vont dans le bon sens et il faut les soutenir. Par contre,
Il y a une demande, et en tant que juriste, je ne peux pas y adhérer, où on demande aux candidats de s'engager pour la condamnation des responsables politiques. Le politique des responsables des contaminations. Le politique ne peut pas s'immiscer dans la justice. Oui, Donc, non, mais je pense qu'il est utile Séparation des pouvoirs. de dire aux gens qu'un politique, non mais si les gens ne peuvent pas, un politique ne peut pas dire à la justice fais telle chose ou ne fais pas telle chose. Et le dernier point qui me paraît aussi nécessaire de saluer, c'est la vigilance de tous ceux qui, effectivement, si on a eu des avancées, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont mobilisés, qui ont fait en sorte que la question soit popularisée. Et donc, il faut rester vigilant. Et il faut aussi savoir reconnaître les avancées. Quand il y en a, il y en a. Je veux dire, c'est quand même, il y a eu quand même pour la première fois la reconnaissance de la responsabilité de l'État français. Eh bien, ça n'était pas arrivé. Donc, ça laisse, saluons. Passons à l'étape d'après. Un pas de gagné avant de passer au pas supplémentaire. C'est de bonne lecture. Sans savoir quelqu'un. Oui, je crois que ce qui est très important, c'est de passer au concret. La recherche, le nettoyage des sols, des choses très concrètes qui nous permettront de régler le problème. Parce que chercher les responsables, les mettre en prison. C'est en train d'être mis en place. Tout le monde est responsable. Oui, très concret, ce serait bien que quelqu'un, je ne sais pas qui, dise il faut aller se faire analyser pour savoir ceux qui ont le corps et qu'on arrête de donner des pourcentages. Parce que moi, c'est gratuit parce que moi, je casse le truc. Il n'y a pas 100% des Martiniquais parce que j'ai zéro. Mon analyse a été faite, j'ai zéro. Alors une question à Mon ce épouse sujet. aussi, on a zéro. Une question. Je pense qu'on n'est pas les seuls Martiniquais, donc il faut qu'on arrête de dire... Je peux poser une question et interrompre Oui, l'honorable intervenant. Tu peux. Quelle est la quantité ça s'exprime comme en micron, en milieu... 0,05. Quelle est la quantité dans le sang qui, à coup sûr, peut entraîner une pathologie? Ça, je ne connais la réponse à la prochaine émission. Le top c'est 0,00. Non, j'ai pas la réponse. Mais j'en profite, tu sais, les types qui récupèrent le truc. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Je pense que cette notion de responsabilité, elle est fondamentale. Et nous ne pouvons pas être les dindons de la farce, en tout cas les seuls, parce que je vous rappelle que sur toutes les problématiques nationales sur lesquelles il y a eu empoisonnement, on a été jusqu'au bout. On a été jusqu'au bout. Donc, moi je pense, oui, au niveau de la justice, je pense que les associations, et ça je l'ai déjà dit, donc je vais le répéter, n'ont pas la bonne stratégie. Elles n'ont pas la bonne stratégie. La stratégie, c'est non pas de rechercher à travers les juridictions classiques, mais où il y a cette fameuse prescription. Elle existe. Par contre, il y en a une où les choses sont possibles, c'est attaquer l'État devant des juridictions spéciales, spécifiques, où là, il y a une prise en compte possible. Donc, c'est ça la stratégie. Tout est possible, mais on a vu que toutes les stratégies classiques, devant des juridictions classiques... Mais peut-être parce qu'elles étaient trop idéologisées. Voilà. Je voudrais que vous me regardiez un petit peu, puisque je suis le dispensateur de la parole. En l'occurrence, je veux te dire que quand le moment était possible, c'est-à-dire au moment où personne ne parlait de chlordécone, et qu'avec Davidas, avec Rancio, avec d'autres personnes, on se réunissait dans l'une des maisons de Génipa, et qu'on parlait avec les ouvriers, ils nous expliquaient comment ça se passait, et que j'ai vu des amis maires de communes dont j'étais à ce moment-là, participer à la défense, enfin au conseil, de mon avocat, et que je leur expliquais qu'il faut qu'on fasse quelque chose ensemble. J'avais des petits sourires polis et tout le monde me conduisait. Je ne dirais pas de non. Lorsqu'ensuite, dans un deuxième temps, quelqu'un qui a écrit un livre sur la question, bien après, m'a fait discuter avec une dizaine d'agriculteurs. Je leur ai dit, voilà ce qu'on va faire. On va mettre en cause la stabilité dans le cadre d'une procédure. Voilà ce qu'il vous faut faire. Essayez de faire ceci, cela. Ils m'ont dit, ouais, puis ils sont partis parce qu'ils attendaient simplement que l'État vote une indemnisation globale et qu'on leur donne du pognon qu'on met dans leur poche. C'est comme ça que nous sommes. C'est-à-dire que dans tous ces autres pays où il y a eu une finition juridictionnelle, juridique, un achèvement des procédures en cours, tu avais affaire à des gens qui agissaient. Parce qu'il faut souligner qu'en Belgique et en Allemagne, il y a des actions judiciaires en cours. Oui, des pays où on a engagé... La Basse-Saxe, par exemple, l'État fédéral de Basse-Saxe
à intenter un procès contre l'Union européenne. Nous sommes C'est-à-dire que d'accord. nous, on est là, et puis on va voir qu'il y a un État Ils n'ont pas de allemand. béquet en Allemagne. Hein. Bon, Je voudrais qu'on me fasse un petit jingle pour qu'on passe à la phase culture de l'émission. Bon, alors, on va non pas élever le débat. sans référence à ce qui vient de se passer. Non, absolument. On va prendre de la respiration. J'ai trouvé un extrait intéressant que j'ai expurgé de sa problématique principale. Mais je vais laisser, il ne nous reste pas beaucoup de temps, laisser Serge développer, puisqu'il s'agit de l'Afrique, de nous parler de l'Afrique précoloniale. L'Afrique précoloniale. Qu'est-ce que l'Afrique était avant la colonisation? Ça ressemble au professeur qui veut une méchanceté à l'élève. Non. C'est pas évident de traiter ça sans faire un retour historique, enfin, pour comprendre. Alors, remontons en 1551. Vous voyez, je remonte. On est à Valladolid, en Espagne. Le légat du pape prend une belle décision historique après des débats d'environ 2 mois. Les Indiens, vous voyez comment je fais le tour du truc, les Indiens ont une âme et sont des créatures de Dieu. C'est ça. Donc, on ne peut pas leur appliquer l'esclavage, par exemple. Alors, ça pose un problème économique, mais c'est décidé par l'Église catholique, la création officielle de la traite des Africains, qui, pour la hiérarchie catholique, ne sont pas des créatures de Dieu et n'ont pas d'âme. Donc, on peut les mettre en esclavage. Et ils sont d'ailleurs considérés comme des sauvages, donc sauvages sans organisation, sans repère, bien éloignés de la civilisation de ce qu'on. Et pourtant, l'Afrique précoloniale, donc avant que les visiteurs européens arrivent, est méconnue. Alors, on pourrait faire 4 ou 5 émissions. Hein, oui. J'ai cherché sur les empires du Ghana, du Mali, du Congo, sur les Zoulous, sur d'autres, etc. Et j'ai rencontré un confrère géographe qui s'appelle Ibn Battuta, qui est un arabe d'Afrique du Nord. C'est un gars qui a voyagé au XIVe siècle, il est mort en 1375 ou quelque chose comme ça. Il a voyagé du nord de l'Afrique, donc du Maroc, jusqu'à la Chine, en passant par l'Inde, l'Europe de l'Est, etc. Et il a traversé le Sahara, donc il est descendu en Afrique subsaharienne pour aller au Mali. Alors pourquoi je parle de lui? C'est parce qu'il a écrit des bouquins, ça s'appelle Voyage, etc. Je crois que c'est sur le site de la FNAC, on peut les acheter toujours, mais en tout cas, bon, il y en a ça. Et notre savant dit que l'Empire du Mali est infiniment plus policé que l'Europe occidentale et son économie plus prospère. Ça veut dire qu'en 1380, 1400, l'Afrique est devant l'Europe. Avec des Plus bibliothèques. policé, ça veut dire qu'il y a des institutions, des juridictions, des administrations, c'est des gens très organisés. Alors, l'époque, c'est l'époque de la guerre de 100 ans, hein, pour ceux qui connaissent la guerre qui a duré 116 ans, mais bon, c'est pas une époque qui est dominée par la loi du plus fort. C'est les guerres, c'est la loi du plus fort. C'est une période où il existe en Europe, en France, et enfin, c'est peut-être pas encore tout à fait la France, le servage. Le servage, c'est une forme d'esclavage qui n'a jamais osé dire son nom, puisqu'il y a un terme, une expression qui dit les serfs sont taillables, corveillables à merci, c'est-à-dire ils font ce que dit le Seigneur. Voilà. Bon, c'est la même chose que l'esclavage. Enfin, moi, j'ai jamais compris quand j'étais étudiant la différence entre les deux. Mais plus important, les sociétés africaines avaient atteint un degré élevé d'organisation sociale. C'est ça qui est important à dire, sociale, politique, économique. On considère même, je parle devant vous, que les institutions juridiques et judiciaires étaient plutôt bien élaborées à l'époque, même si ça reposait sur la tradition, sur les vieux, sur etc. le verbal, sur Donc, l'oral. en fait, une Afrique méconnue, qu'on retrouve une espèce d'organisation collectiviste, puisque tout est basé sur le groupe, contrairement à l'Occident qui est basé sur l'individu. Donc ça pose des problèmes et tout. Alors je vais quand même, sans être trop long, donner des droits qui existaient dans cette Afrique qu'on ne connaît pas d'avant 1400, avant l'arrivée des Européens. Liberté d'association, liberté d'expression, liberté de circulation, droit d'asile, liberté religieuse. C'est vrai dans le cadre familial. Peut-être pas. Et du respect de la tradition et des ancêtres. Droit des personnes âgées, des femmes, des enfants. Ces gens-là ont droit à une protection particulière dans la société africaine. Droit à l'éducation qui est apportée par le groupe. C'est peut-être les vieux qui font l'éducation, mais ils ont ce droit-là. Droit au travail et droit à la charge de chacun. Ce qui n'est peut-être pas un travail, mais chacun, on y en a pour faire, il faut faire.
C'est tout. C'est ton rôle, c'est ça. Tu te mets à l'entrée de la tribu et tu surveilles s'il n'y a pas des éléphants qui attaquent, mais c'est travail où tu as ce droit-là. Droit de la propriété, hormis la terre, parce que la terre peut être privée. Et par-dessus tout, ça m'a, au revoir, ça m'a fait plaisir. Le droit à la vie, avec notamment l'interdiction de tuer et surtout l'obligation alimentaire pour les pauvres. Je ne sais pas. En matière de civilisation, il n'y a pas mieux. Je ne sais pas s'il y a mieux, mais bon, ça donne des leçons à un tas de civilisations qui sont venues depuis 1400. Tu vois, Serge, une question perfide. Oui. Est-ce que les névroses occidentales qui sont tirées de l'individualisme, de l'isolement de l'homme, est-ce qu'elles ne sont pas là causées par une sorte d'étouffement du groupe? C'est ton ami Cheikh Anta Diop. Non, je pose une question. Qui disait oui, un excès de vie. Tout ce qu'ils ont, c'est qu'ils ont un excès de vie communautaire. Ouais, alors que les Européens ont un excès de vie Individuel. isolée, triste. L'autonomie. En fait, les gens disent, ah bon, c'était comme ça, la télé en Afrique. Mais oui, mais j'ai déjà dit ça partout, je le répète. Dis-moi qui a gagné, je te dirai quelle est l'histoire. Voilà. Dis-moi qui a gagné, je te dirai quelle est l'histoire. Les Africains, ils n'ont pas gagné. Je fais bien Mali, Congo, ils n'ont pas gagné. Donc on dit. Et ils ne sont pas dans le roman national français. Ah bah, ils n'ont pas encore gagné. Voilà, ils n'ont pas encore gagné. Mais ça va Et venir. l'Afrique précoloniale, c'est comme une forêt équatoriale. L'histoire n'est pas Elle statique. Elle est évolue. méconnue, mystérieuse et pleine de fantasmes. Les sommes de schéma, oui, très bien. Alors moi, je vais vous donner une petite contribution, surtout pour mon frère Serge Tali. Un bouquin dont j'ai fait l'acquisition il y a quelques années, qui s'appelle « L'Afrique ancienne ». Donc, c'est comme un dictionnaire, ça va de Akakus à Zimbabwe. Et ça, c'est un travail fantastique de François-Xavier Fauvel, et qui est un historien et français, et qui raconte au quotidien l'Afrique de 20 000 ans avant notre ère, jusqu'au XVIIe siècle. Redis le titre. Ça s'appelle L'Afrique ancienne, Vous allez faire ça hors de antenne. Akakus au Zimbabwe. Non, mais c'est pour les téléspectateurs. Ah oui, Notez mais en on va. même temps que moi. Il faudrait qu'on mette ça à l'écran. Et vous allez le trouver sur le net. On va parler d'un autre sujet, parce que malheureusement, on me dit dans l'oreillette, vous faites une émission, vous n'êtes pas là entre copains en train de bavarder. Soyez sérieux. Est-ce qu'on s'occupe de ce qu'ils font en tête? Ouais, parce qu'ils veulent. Alors bon, on va faire grève un petit peu. On va parler de la déclaration des droits des peuples nègres en donnant 30 secondes, encore une fois, la parole à Non, la déclaration des Serge. peuples nègres, c'est pas Serge. Ah oui, pour qu'il puisse. Non, j'ai juste rappelé Daniel. qu'il y a Marcus Garvey. Il veut que je dise que Marcus Garvey est né à Sainte-Anne-Bay, en Jamaïque. C'était en 1887 et qu'il est mort. Exercer timidement mon rôle. Et puis que, bon, on en avait déjà parlé. Exercer typiquement ma fonction de. Mais non, c'est très bien, c'est de dispatcher. La déclaration des droits des peuples nègres, elle est avant-guerre, je crois, avant la guerre de 14-18, donc au début du siècle. Et elle est menée, elle est l'idée pour une formule par Marcus Garvey, dont nous avions parlé dans une émission, qui est un Jamaïcain, qui avait été vraiment un homme empreint de charisme, et qui avait, de la Jamaïque, fait plusieurs pays, qui est mort en Angleterre. Et l'OECS demandait qu'on exonère, etc. Et c'est à ce sujet. Et cette déclaration des droits des peuples, c'est pas pour parler de lui, mais c'est pour essayer de faire l'écrémage entre ce qui, à l'époque, était exigé et requis, un minimum pour les peuples noirs du monde, et ce qu'on a pu obtenir. Donc c'est simplement un travail de passoire historique et intellectuel que je demande à Madame le bâtonnier Daniel Marceline. Voilà. Donc alors, déjà, cette déclaration des peuples noirs, elle est de 1920. C'est important parce que bon, ça fait effectivement 102 ans. Je me suis trompé, après guerre. 1920, et elle est donc connotée parce que ça veut dire qu'elle tient compte d'un contexte. C'est très marqué. Il ne faut quand même pas oublier donc, de la ségrégation qui existe aux États-Unis. Et Marcus Garvey, qui est à l'origine donc de cette déclaration, il est aux États-Unis depuis 1916. Donc, par conséquent, il est très populaire à Harlem et il a des journaux et il diffuse l'idée de nationalisme noir. Et cette idée-là va prendre de l'importance et il accompagne cette idée du nationalisme noir non seulement d'une condamnation de ce qui existe dans le milieu américain, à savoir la ségrégation, les lynchages, etc.,
mais également du fait que pour lui, les Noirs doivent avoir une puissance économique qui correspond à la nécessité de gagner un pouvoir politique. Et c'est ainsi, c'est quand même important à souligner c'est lui qui est à l'origine de la promotion d'une ligne transatlantique qui s'appelle la Black Line, qui a 4 bateaux destinés à permettre au peuple noir de commercer entre eux. Et c'est d'ailleurs pour cela que l'establishment blanc américain commence à avoir peur et va utiliser les problèmes fiscaux pour pouvoir poursuivre Marcus Garvey, qui sera arrêté, emprisonné. On en avait parlé longuement. Et donc ce texte est connoté, je dirais, par le contexte, mais aussi par le fait qu'il y a une grande croyance religieuse, une espèce un messie noir qui vient, qui sera donc, ce seront les Rastas qui vont le reprendre avec Haïlé Sélassié qui va être déclaré donc en Éthiopie. Donc il y a il y a 54 articles et il y a beaucoup de connotations religieuses. Il y a aussi ce nationalisme noir, à mon avis, auquel on ne peut pas souscrire, à la race noire. Dans cette déclaration, il y a de multiples allusions, références à la race blanche, à la race noire. Et donc, par conséquent, c'est pour cette raison qu'avec le recul, ce sont des choses auxquelles on ne peut pas adhérer. Et comme on est rapide, je voudrais quand même signaler qu'on trouve dans ce texte le fait qu'un article précis en disant que le drapeau de la race noire, c'est le drapeau rouge, vert, noir. Très bien. Ce que je vais vous proposer, parce qu'on me tire les cheveux là, pour me dire qu'on a déjà dépassé largement l'émission, on va reprendre, si vous voulez, pas Marcus Garvey, pas la déclaration en elle-même, mais les faits, les exigences, les recommandations, les demandes qu'il fait par rapport justement à la communauté noire universelle, à cette époque-là, en 1920, je vais retenir la date, et puis on va revenir là-dessus, c'est sûr. Et puis ce qui est obtenu au jour d'aujourd'hui. Vous allez voir qu'on n'a pas obtenu beaucoup. C'est cet exercice que je voulais que l'on fasse. Mais malheureusement, le temps, vous êtes trop intéressant. Alors, j'ai complètement laissé rouler l'heure. Je m'en excuse auprès de la technique, je m'en excuse auprès de monsieur le directeur, je m'en excuse auprès de tout le monde. Et malheureusement, nous sommes obligés de peut-être laisser place à 2 notes de la vidéo que j'avais prévue mais pourtant elle était très intéressante, je voulais qu'elle passe en entier. Ou on n'en passe quand même pas, on n'a même pas le temps. Ça sera pas la première fois. Je dis de quoi il s'agit quand même, parce que bon, c'est Dolmen, le jeune Dolmen, le batteur Baptiste. Cette histoire de religion là. Ah. Le batteur guadeloupéen qui est maintenant l'un des premiers de France, sinon, c'est Arnaud Dolmen, je crois. Ouais. Sinon européen. On va en reparler. Eh bien, écoutez, je prends le temps de vous saluer. À très bientôt. De vous dire à très bientôt. On va recommencer avec autant de plaisir, de joie. Peut-être sous une autre république. Non, rien ne va changer en ce bas monde. Voilà, à la semaine prochaine. Il y a des fondamentaux.